Et enfin, la dernière délibération, avant de passer aux questions qui m'ont été soumises, c'est le fait que, comme chaque année, de vous donner communication, en tout cas de prendre acte que le rapport d'activité de Versailles Grand Parc vous a été communiqué pour 2020, donc c'était pour l'année dernière. Je ne vais pas vous en faire la lecture, il y a un certain nombre de pages, je ne les ai pas comptées. Et en fait, je rappelle que 2020 était une année très particulière. Changement d'équipe municipale avec certaines communes avec 2 tours, la pandémie qui battait son plein, mais néanmoins, ça n'a pas empêché le fait qu'il y ait eu pas mal d'actions de la communauté d'agglo, notamment dans le cadre de la pandémie, pour acheter des masques et pour aider les communes à en fournir aux habitants, ce qui était une excellente chose, parce que les collectivités locales se sont bien bougées, et puis tout le reste, en fait, a suivi son cours, et vous avez en fait un certain nombre de chapitres. Je vais juste rappeler les chapitres en fait, sur lesquels, en fait, qui marquent les compétences de Versailles Grand Parc sans rentrer dans le détail. Donc, il y a les questions de mobilité innovante. J'ai dit que je ne rentrerai pas dans le détail, mais mobilité innovante, c'est le fait que nous avons des pôles d'excellence en fait, sur Versailles Grand Parc et nous essayons de développer ces pôles, notamment sur Satory. Les éléments d'écologie urbaine, là aussi, c'est un axe de travail de Versailles Grand Parc. Les déplacements, c'est une des compétences de Versailles Grand Parc de façon importante, avec un abonnement financier non négligeable de la part de Versailles Grand Parc pour le fonctionnement d'un certain nombre de lignes de bus qui sont déficitaires en complément de Île-de-France Mobilité. Des éléments sur l'aménagement du territoire, notamment en fait, l'aménagement de boucles, PDS, les qualifications des zones d'activité. Le développement économique, là aussi, un petit changement. La pépinière d'entreprise est devenue la maison des entreprises, donc qui se situe juste aux portes de Viroflay, dans le quartier Moser. Et puis, on essaie de valoriser le territoire pour avoir le maximum d'entreprises ou d'entrepreneurs qui viennent s'y installer. Et puis, un pôle d'ingénierie territoriale qui travaille beaucoup sur la question de la donnée, la question des réseaux de fibres et la question de la vidéoprotection pour être encore plus réactif et opérationnel. Et enfin, pourquoi je dis enfin, une compétence extrêmement importante, c'est la question de la gestion des déchets. Voilà, 2020, il n'y avait pas encore eu de changement dans les modalités de collecte et de valorisation. Donc, néanmoins, nous continuons à essayer de réduire nos déchets par tout moyen. Et enfin, la dernière compétence qui a été retenue, qui a été prise par Versailles Grand Parc de façon réglementaire et obligatoire, c'est la question de l'assainissement. Et donc, c'est une compétence extrêmement technique. Et puis, je finirai par la partie culture, où là, il y a un certain nombre d'événements, on vient d'en parler un petit peu. Et on essaie de travailler en commun, principalement avec les questions de conservatoire, mais également avec certains festivals qui ont été retenus pour essayer de dynamiser et de faire en sorte que ces festivals puissent rayonner un peu plus largement que les villes dans lesquelles ils avaient été créés. Voilà, et quelques éléments sur les ressources financières et les ressources humaines qui vous sont données dans ce rapport. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ce rapport, vous l'avez vu, et donc il sera à disposition. Je me demande même s'il n'est pas déjà à disposition du public sur le site de Versailles Grand Parc. Je n'ai pas vérifié. Voilà ce que je peux vous dire donc, sur ce rapport qui donc, vous a été transmis. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le bilan annuel de VGP appelle quelques commentaires et questions de notre part. Je ne vais pas reprendre tous les thèmes, mais un certain nombre de thèmes qui sont intéressants. Concernant la gouvernance, lors du dernier conseil, nous nous interrogions donc sur la gouvernance de VGP. Le rapport, je vais peut-être enlever mon masque, c'est intéressant. Le rapport nous apporte quelques réponses donc, pour 2020. On lit que 111 décisions ont été prises par le président ou le bureau et 126 seulement par le conseil communautaire. Le rôle du conseil semble donc assez faible. Est-ce lié à la spécificité de l'année 2020, la pandémie, la mise en place tardive du nouveau conseil, ou est-ce propre à son organisation? Il y a peu de moitié-moitié de décisions qui sont prises par le président et le bureau, et l'autre moitié par le conseil communautaire.
Nous apprécions la diffusion des ordres du jour des conseils communautaires qui a été mise en œuvre depuis 2020. Donc, on reçoit ces ordres du jour et c'est intéressant. Nous regrettons qu'aucun de nos représentants fasse partie des commissions énergie et transport et mobilité, mais ils ne peuvent pas se démultiplier puisqu'ils sont visiblement affectés déjà à d'autres commissions présentes au niveau de VGP. Concernant l'assainissement, donc VGP exerce la compétence assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors, comment VGP agit-elle pour prévenir les inondations? Le transfert de la compétence assainissement à VGP est relativement récent, donc janvier 2020. Selon vous, en 2021, peut-on considérer que l'équipe dispose des compétences nécessaires pour assurer sa mission? Alors, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé le dimanche 26 septembre. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais voilà, j'ai pensé que peut-être il y avait une des questions orales qui porterait sur ce sujet, donc c'est tout à fait en option dans mon propos. Donc, c'est parfait, je passe à la suite. Déchets et recyclage. Donc, à la lecture de ce rapport, nous voyons que les villes qui expérimentent donc les nouvelles consignes de tri ont obtenu de bons résultats. Par ailleurs, il y a 8 communes qui sont pilotes pour la tarification éco-responsable. Nous souhaitons que Viroflay s'appuie sur ces expériences pour les lancer sur la commune. Quand cela sera-t-il possible? Un thème qui concerne le recyclage et le réemploi. VGP donc, développe une approche intéressante, la filière de réemploi des déchetteries de Buc et de Bois d'Arcy, dans laquelle l'association Emmaüs récupère les objets réutilisables ou réparables. Nous souhaitons, comme nous l'avons déjà souligné dans cette instance, que VGP développe les filières de recyclage sur l'ensemble de son territoire. VGP poursuit ses actions donc, pour promouvoir alors en termes de mobilité, pour promouvoir donc, les modes alternatifs à la voiture individuelle. Nous relevons quelques exemples. Donc, l'adaptation des horaires des bus en lien avec l'ouverture des centres commerciaux le dimanche, par exemple. C'est un sujet qui intéresse à la fois les clients potentiels, mais les personnes qui sont amenées à y travailler. Le plan vélo et les itinéraires donc, prioritaires dans le cadre du schéma directeur des circulations douces. Le développement de l'intermodalité. Est-ce que Viroflay travaille avec VGP et Île-de-France Mobilité pour l'aménagement des gares afin de développer l'intermodalité? Le VGP a une capacité d'investissement qui pourrait être utilisée pour créer les solutions de stationnement vélo sécurisées à proximité des gares, comme le parking prévu à proximité de la gare Île-Gauche, qui est donc un premier pas qui est positif. À noter aussi des réalisations intéressantes comme les bus à hydrogène, où vous avez parlé de mobilité innovante. Il y a ces expériences sont intéressantes. Concernant la qualité de l'air et la santé, le PCAET, le plan climat, air, énergie territorial, donc remplace depuis juin 2016 le PCET en y incluant la qualité de l'air. Il a été initié par VGP fin 2018, donc un peu tardivement. Il devait aboutir septembre 2020. Ce plan comporte une phase de diagnostic et un plan d'action. Sauf erreur de ma part, il n'est pas mentionné dans ce rapport. Quel est son point d'avancement? Et dernier sujet que j'aborderai, la question de l'habitat. Une bonne nouvelle, VGP a repris les garanties d'emprunt souscrites par les bailleurs sociaux. Elle les avait abandonnées en 2017. Or, dans le rapport 2020, il est mentionné 12 programmes sur lesquels VGP a garanti des emprunts. Et une autre nouvelle excellente, suite aux élections municipales de 2020, il est inscrit dans ce rapport que la communauté d'agglomération a décidé de lancer le PLHI 2021. Le dernier s'était terminé en 2017 et nous l'avons déploré à plusieurs reprises dans cette enceinte. Le PLHI permet d'établir un diagnostic des besoins en logement et logements sociaux sur le territoire et d'établir en cohérence une planification sur 5 ans des réalisations à lancer sur les différentes communes. Elle se dotera aussi d'une CIL, une conférence intercommunale du logement, qui a pour objectif de définir la politique intercommunale d'attribution de logements au sein du parc locatif social. Voilà, en finale, Viroflay, malheureusement, est rarement cité dans le bilan 2020 de VGP, mais l'année 2020, vous l'avez souligné, était singulière. C'est sûrement partie remise. Parce que vous comptez le nombre de fois que Viroflay apparaît dans le rapport. Vous savez, moi, j'aurais aimé le rencontrer un peu plus dans les projets innovants, dans les pilotes, je vois qu'on est prêt à suivre derrière les expériences menées par d'autres. Voilà, c'était tout ce que je voulais évoquer en parlant de ça. Voilà, donc je pense que demain, on aura davantage Viroflay moteur sur le oui, sur
les bus à hydrogène viennent sur Viroflay. En fait, on pourrait citer Viroflay à plusieurs reprises dans les pistes cyclables qui vont être développées aussi dans les. Bon, c'est pas en 2020. Mais moi, je fais pas partie de ces maires qui comptent, qui font ça existe, hein, qui font une balance de ce que la ville apporte à VGP et ce que VGP apporte à la ville. Donc, voilà, il y en a certains qui le font et j'ai jamais eu ce besoin-là parce que je considère que si on travaille ensemble, c'est aussi pour faire en sorte de travailler sur le collectif et pas que pour sa commune. Je dis pas que c'est ce que vous faites là, mais en tout cas, c'est ma façon de voir le travail en collectif. Sur les questions, il y a des questions que vous posez pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Les décisions versus les délibérations. Là aussi, en fait, ici, je prends un certain nombre de décisions de tarification, de choses comme ça. Donc, c'est le président de Versailles Grand Parc prend aussi des décisions qui sont des décisions de type fonctionnement habituel et met en délibération celles qui doivent l'être. Donc, et la proportion, je ne peux pas vous dire si c'est à peu près moitié-moitié, mais sachant que toutes les décisions nous sont transmises en bureau communautaire, on les voit toutes en bureau communautaire. Donc, ce n'est pas lui qui les prend tout seul, elles sont regardées par l'ensemble des maires. Sur la compétence GEMAPI, gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, en fait, c'est principalement une compétence qui concerne principalement les questions de cours d'eau en fait, et de débordement, d'inondations liées à des cours d'eau, principalement, je ne dis pas que c'est que ça. Et c'est milieu aquatique et prévention des inondations, notamment il y a la question de la Bièvre, les questions du rue de Galie, en fait, tous ces trucs-là. Il se trouve que c'est une compétence qu'on a dû prendre de façon obligatoire et pour laquelle, pour l'instant, en tout cas, nous avons décidé de ne pas le lever d'impôts. C'est qu'il y a beaucoup de collectivités, de communautés d'agglos qui ont levé de l'impôt en disant tiens, on va mettre un impôt de 1%, 2% sur la GEMAPI. On a essayé de faire en sorte de pouvoir le gérer dans le budget de Versailles Grand Parc pour éviter d'alourdir la facture fiscale. La question de ce qui s'est passé dimanche n'est pas dans la question de GEMAPI. En fait, la question elle est dans la compétence assainissement principalement. Donc, ce sont deux réseaux différents en l'occurrence. On en parlera tout à l'heure. Sur la tarification éco-responsable, pour l'instant, on est sur une base expérimentale sur certaines communes uniquement. On voulait voir ce que ça donnait. C'est un sujet qui est un peu complexe. Et quand je vois parfois le comportement de certains habitants, en Viroflay comme ailleurs, je me dis qu'il y a certainement d'abord un peu d'éducation à faire avant de passer à ce type de tarification. Et donc, ça se fait. Je ne dis pas que c'est les petites communes qui sont plus faciles à passer, mais elles y contribuent en fait à pouvoir tester plus facilement cette tarification. Les filières de cyclage, je vous en avais parlé, en fait, sur le fait que pour l'instant, on a les déchetteries qui proposent ce service de recyclage d'objets qui sont à peu près encore en état de fonctionner. Et donc, c'est une bonne chose. Plutôt que de mettre ça sur le trottoir, que ce soit broyé dans le camion, on peut l'apporter en déchetterie, donc à Buc ou à Bois d'Arcy. Je vous confirme que sur la question de l'intermodalité sur les déplacements, on travaille bien avec Versailles Grand Parc, sur notamment les questions de vélo, de pistes cyclables, ce genre de choses. Après, il y a d'autres initiatives qui sont faites de façon individuelle. Le futur local qui sera installé dans les futurs bâtiments de la Sablière, rue Hippolyte-Mazet. Versailles Grand Parc n'est pas du tout intervenu là-dessus. C'est sur une demande de ma part à la SNCF et à la Sablière, le bailleur social, d'intégrer ce local dans la future opération immobilière. Après, il y aura peut-être une gestion par Île-de-France Mobilité, mais VGP n'interviendra pas là-dessus. Le PCAET, donc, je vais bien embêter pour vous faire un point d'avancement parce que je n'ai pas la réponse. Je sais que c'est un sujet qui est en cours, mais j'en ai pas encore vu d'éléments ressurgir en fait de diagnostic. Quant au PLHI, le plan local de l'habitat intercommunal, vous savez pourquoi on ne l'a pas fait en 2017 ? Parce que en fait, le PLHI, en fait, les PLHI qui devaient être faits, il y avait un certain nombre d'instructions de la part de l'État et relayées par les préfets
où les PLHI qui devaient être établis devaient comporter 70% de logements sociaux. Vous avez bien entendu. Et en l'occurrence, on considère que face à ce genre d'injonction complètement absurde, déplacée, alors que la loi, je vous rappelle, fixe à 25% le taux de logements sociaux en fait, à réaliser, on s'est dit, en fait, tant qu'on a cette injonction-là, ça nous paraît complètement illusoire en fait, de faire un PLHI qui, de toute façon, ne sera pas efficient. Donc, en fait, on a relancé ce PLHI, là, effectivement, tout à fait récemment, et en faisant en sorte que, en étant prudent et en avançant, je n'ai pas plus d'infos pour l'instant, mais je pense que cette contrainte qui existait a dû se relâcher un petit peu parce qu'ils ont dû se rendre compte que c'était quelque chose de complètement absurde. Voilà. Donc, lorsqu'il sera fait, je pense que nous pourrons en discuter. Voilà. Pour les quelques mots, je vais essayer de noter ce que vous disiez à la volée. Noter à la volée ce que vous disiez.